Bonjour à tous et bienvenue à Retour à l'écran format interview avec la deuxième partie de l'entretien avec le créateur du Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris, Alain Schlokhoff. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la place du genre dans les années 60, le parcours d'Alain Schlokhoff, la fondation de la revue L'écran fantastique, la création du festival, ses différents lieux d'accueil, Nanterre en 1972, le Palace en 73 et 74, le Palais des Congrès en 1975 et 76, le Grand Rex de 1977 à 1988, et enfin le Palais de la Mutualité pour la dernière édition de 1989. On a évoqué aussi quelques films primés, mais aussi des coulisses du festival et les films diffusés sans visa de censure en pleine période giscardienne. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Alain, si je précise que l'ambiance très festive fait partie de la légende de la manifestation. Oui, parce que ça a été un festival conçu par un fan du genre, pour les autres fans du genre et pour le gros public aussi. Mais c'est un festival public. D'ailleurs, on a été le premier, à ma connaissance en tout cas, à instituer le prix du public. Je trouvais que c'était bien que le public puisse voter. Tout était fait pour le public. Tout, absolument tout. Et ça se passe comment à l'époque ? C'est quoi l'ambiance dans la salle ? Il y avait une bonne ambiance, très bonne ambiance. Notamment, on avait soigné les détails aussi. Par exemple, on avait une BO. On avait un montage de bande originale qu'on passait à l'entracte ou avant que les films commencent et qui mettait déjà dans l'ambiance parce que c'était vraiment un truc très bien. Je me souviens qu'il y avait notamment Full Circle, film de Richard Loncraine avec une très très belle BO, mais plein de BO qui avaient été choisis, travaillés, etc., qui changeaient chaque année. On faisait aussi un disque, un 33 tours inédit pour chaque année du festival. On a édité aussi une BO des classiques américains de l'horreur de Universal, des films de Lucio Fulci, tout ça. Bon. Il y a une chose, là par contre, il y a un truc que je regrette. C'est le seul truc que je regrette de tout le festival. Ennio Morricone était d'accord pour faire la musique, la BO, de mon festival une année. Et donc j'allais avoir un disque original, un 33 tours d'Ennio Morricone. Et la grosse bêtise de ma part, j'ai dit à l'éditeur musical, donc qui représentait Morricone, je lui ai dit, il n'y a pas de souci de ma part, au contraire, j'adore Ennio Morricone, donc je serais ravi. Grosse bêtise de ma part, j'ai dit avant quand même qu'on finalise le truc, je voudrais écouter la BO. Dans mon esprit, c'était pour que ça ait une couleur fantastique quand même. J'aurais dû me taire et dire OK. Bon, il a transmis cette demande à Ennio Morricone. Je connaissais pas le caractère d'Ennio Morricone à l'époque et tout. Bon, et il était assez imbu de lui-même, assez. Ça se comprend, il avait de quoi être fier et tout. Et quand l'autre lui a retransmis ma demande, il a été vexé. Il a dit non, c'est comme ça, je ferai pas de musique pour ce festival. C'est le seul regret que j'ai de mon festival, c'est ça. Donc il y avait une bonne ambiance par plein de petits détails qu'on soignait. Il y avait tous les jours le journal du festival qui distribuait aux gens, qui donnait des informations, tout ça. Il y avait un côté familial, une sorte de kermesse familiale, qui faisait que les gens se sentaient bien, se sentaient chez eux. Et il s'est passé des choses super. Il y a des gens qui se sont fiancés, mariés grâce au festival, même des fans qui se trouvaient isolés. Ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres fans et se sont fait des amis et tout ça. Moi, quand j'étais amateur je dis depuis 5 ans, mais quand j'avais 8, 10 ans, 11 ans, que j'allais à Pigalle ou ailleurs dans des salles populaires voir des films fantastiques, je savais qu'il y a beaucoup de monde qui allait, mais en tant qu'amateur vrai, je pensais être le seul. Je pensais pas qu'il y en avait d'autres, parce que je les rencontrais pas. Les gens qu'on voyait, ça se voyait pas sur leur visage que c'était des fans de base. Et à mon avis, c'était pas les fans de base. Ils allaient voir ça pour s'éclater et tout ça, mais ils sont metteurs en scène ne connaissaient pas, tout ça. Alors il devait y avoir des dizaines de personnes de mon âge qui pensaient ça, mais il n'y avait pas de lieu pour se retrouver. Alors il y avait des salles spécialisées que j'ai programmées, d'ailleurs, comme le Styx. Mais bon, c'est pareil. Les gens se liaient pas vraiment. Ils allaient voir un film, sortaient, c'est tout. Tandis qu'il y avait une telle atmosphère conviviale à mon festival que les gens liaient connaissance, etc.
De l'espace à la science-fiction, il n'y a qu'un pas, les auteurs l'ont d'ailleurs franchi depuis bien longtemps, les cinéastes aussi, à tel point que depuis quelques années, un festival du film fantastique et de science-fiction se déroule à Paris. La première année, 5000 personnes seulement avaient fait le déplacement. L'an passé, 60 000 spectateurs ont suivi les projections. Ce festival se tient en ce moment même et il se terminera à Paris le 21 mars. Qu'est-ce qui vous attire ici? Tout la science-fiction, l'épouvante, enfin... Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'épouvante? Le sang. On n'est pas dans une époque tellement valable, alors on s'évade un peu. On ne sait pas si demain il va pas y avoir la fin du monde. On ne sait jamais. Hein. On sait pas Vous y croyez à la fin du monde? Ah, moi j'y crois. Moi personnellement, je suis un peu superstitieux, alors j'y crois. Il y avait aussi un autre phénomène, ça a eu un tel succès au Rex. Les séances commençaient à 19h30. Les gens faisaient la queue à partir de 14h30 pour avoir les meilleures places. Donc, ils faisaient 5 heures de queue, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais forcément, dans les queues et tout, ils se relayaient, tout ça. Donc, en fait, ils parlaient, ils entraient en contact, etc. Voilà. Donc, ils se sont créés, plein de liens se sont créés au fur et à mesure des années. Moi, je finissais par connaître pas mal de gens dans le public, parce que si on avait 3700 personnes par soirée, c'était pas 3700 fois les mêmes personnes. En fait, il y avait les abonnés qui étaient toujours les mêmes, mais on limitait ça à 1000 places, pour que justement il y ait d'autres personnes qui puissent venir. Ça touchait en fait 5, 6 000, 7 000 personnes, vous voyez. Il y en a qui venaient une fois, il y en a qui venaient deux, trois fois. Et ceux qui venaient vraiment tout le temps, c'était les abonnés, mais les autres, non. Mais par exemple, il y avait, quand on faisait au Palais Congrès, je me souviens, le week-end, il y avait des cars entiers qui venaient de Belgique et d'Allemagne pour assister au festival. Ils avaient réservé et tout. Parfois, on avait 500 étrangers pour une soirée, hein. Mais le Palais Congrès était plus grand. Le Rex, c'était 2008. On passait jusqu'à 3000. On mettait la chance sur les marches, tout ça. Bon. Mais le Palais Congrès, lui, était à 3007. On a fait tenir aussi 4000 personnes. Hein. Pareil, en mettant sur les marches. On n'avait pas le droit de le faire, mais bon, les gens nous suppliaient, donc on les laissait entrer. C'était spectaculaire. J'aime bien avoir peur, quoi. Puis j'ai l'impression parfois aussi que peut-être je défoule des pulsions un peu sadiques, j'en sais rien. Enfin, je me souviens d'un film l'année dernière qui était particulièrement horrible. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Alors que je suis une personne très douce. Donc ça fait du bien. Et quand il y a des portes qui grincent, vous avez peur? Vous riez? Au contraire, oui. Alors pourquoi vous venez si c'est pour rire? Pour rire, je ris, parce que il y a des scènes qui sont drôles. Des scènes qui sont marrantes, disons. Ouais. Aussi, quand c'est vraiment comique, ouais, j'aime bien les vampires. Le bal des vampires. Ouais. Alors j'ai lu aussi qu'il y avait un service d'ordre qui est renforcé à partir des années 80. Oui. C'est à cause du chahut dans la salle ou? Pas pour le chahut, mais pour le bien-être des spectateurs. La première année au Palais Congrès, la salle est une salle unique, hein, avec ce grand amphithéâtre et tout. On voit bien à toutes les places. Pour moi, c'est l'idéal pour un festival. Il y avait une personne pour le service d'ordre. C'était Louis van der Streeten, il s'occupait du service d'ordre pour 4000 personnes. Ça se passait impeccablement bien. Mais au Rex, moi j'ai toujours tenu à ce que les prix des places soient le plus bas possible. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que un billet pour une soirée où il y a 3 films soit le plus bas possible. On payait pour une soirée au Rex moins cher qu'une place de cinéma, alors qu'il y avait 3 films. Donc c'était pas cher du tout. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait un public populaire, je voulais qu'un maximum de gens viennent, etc. Mais en maintenant ce prix de place très bas, n'importe qui pouvait venir aussi. Sur 3000 personnes au Rex, il y avait quand même 100 abrutis, dangereux. Moi, je présentais les invités sur scène, et puis la plupart des soirées, c'est moi qui les présentais. Et une fois, on m'a dit, après une prestation, il y a le directeur technique du Rex qui m'a dit, il y a un couteau qui s'est planté à 20 cm, un couteau comme ça, qui s'est planté à 20 cm de votre visage. Si je l'avais reçu, je ne serais plus là pour en parler. Donc, il a fallu, à partir de là, des gens pour contrôler tous les spectateurs, pour voir ce qu'il y avait dans leur sac, s'il y avait des couteaux ou des trucs, etc., les garder, les mettre de côté. Donc, il fallait des gens déjà pour ce contrôle-là. Et puis, dans la salle aussi, au deuxième balcon, parce que le Rex, il y a une impunité au deuxième balcon. Il y a l'orchestre, il y a le premier orchestre, le premier balcon, et le deuxième. Et au deuxième balcon, il y a l'impunité totale. Donc, on a engagé du service d'ordre, pas contre le chahut, mais contre les voyous qui pouvaient se glisser dans le public, pour assurer la sécurité des autres spectateurs.
Et donc le service d'ordre est devenu un de mes budgets principaux, quoi. Il y avait le service d'ordre payant, que je payais, il y avait 15-20 personnes à peu près, et il y avait un service d'ordre bénévole, des spectateurs qui assuraient au premier balcon, qui était réservé à la presse et au jury et aux invités, il n'y ait pas des gens au deuxième balcon qui descendent pour piquer les places. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Et alors en 1982, Evil Dead, le premier film de Sam Raimi, est sélectionné par vous. Comment vous l'avez découvert ? Evil Dead, je l'avais vu aux États-Unis à l'American Film Market, qui était la première année de l'American Film Market, marché du film, et il passait plein de films d'épouvante. Il y avait peut-être cette année-là, il y avait 40 ou 50 films d'épouvante américains, enfin, parmi des dizaines et des dizaines de films. Hein. Il devait y avoir 400 ou 500 films. Il faut dire que les professionnels américains, comme les Français d'ailleurs, c'est-à-dire les distributeurs, ceux qui achetaient les films, parce que Evil Dead n'avait pas de distributeur, c'était produit par une bande de copains, des gens, des médecins, des avocats, tout ça. Bon. Les professionnels se foutaient complètement des films d'épouvante et étaient incapables de distinguer un bon film d'un mauvais film. Et moi, j'ai vu tout de suite qu'Evil Dead était à part, était une perle, était magnifique, était formidable, alors que les autres, non. Alors, j'étais voir les trois producteurs, qui étaient Sam Raimi, Robert Tapert, son associé et producteur, et Bruce Campbell. Ouais. Bruce Campbell, ils étaient associés tous les trois au sein d'une même société. Ils avaient tous les trois produit le film. Et je les ai félicités pour le film et tout. J'aurais dit, voilà, je fais un festival à Paris, j'aimerais représenter le film et tout ça. Ils étaient contents et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de distributeur aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas sortir le film aux États-Unis. Alors, je connaissais les distributeurs américains, indépendants. Et j'en ai trouvé un. Et je lui ai dit, ce film est formidable. Il faut le sortir aux États-Unis. Et il l'a sorti. Voilà. Donc, j'ai fait sortir le film aux États-Unis. Et bien sûr aussi en France. D'où des liens très particuliers avec Sam Raimi. Oui, d'ailleurs, il dit que dans la fabrication d'Evil Dead 2, il pensait même au public du festival. Il a créé une scène pour le public du Rex, la scène où un œil est jeté comme ça, puis gobé. Il a dit en public sur la scène j'ai fait cette scène pour vous. Il avait eu le prix du public, je crois, pour Evil Dead. Et le Grand Prix pour Evil Dead 2, il me semble. Hein. Oui, Evil Dead, c'est la meilleure première œuvre en 1982. Et puis pour Evil Dead 2, il y a eu 3 prix, la Licorne d'Or, le prix du public et le prix d'interprétation pour Bruce Campbell. Bon, très bien, super. Ouais, c'est bien. Et comment ça se fait que vous rentriez comme ça en discussion sur les sorties des films Parce qu'à l'époque, j'étais directeur du festival. Ah oui. Donc, si vous voulez, moi, en tant que rédacteur en chef de magazine, ce que je suis aujourd'hui, ça ne représente rien. En tant que rédacteur en chef, quel rapport vous avez avec une major ? Vous avez un rapport avec l'attaché de presse du film qui travaille pour la major. Donc, c'est tout. Vous n'avez pas d'autre rapport. Vous n'avez pas de rapport avec le réalisateur, sauf si vous l'interviewez. Vous n'avez strictement aucun rapport, vous n'en aurez jamais avec le producteur. Sauf si vous l'interviewez. Bon. Mais moi, en tant que directeur de festival, je traitais avec les directeurs des maisons de production et avec les directeurs chez les distributeurs. Oui, j'étais d'égal à égal. Donc, j'avais un poste considéré par eux comme étant important. Et j'étais en contact avec les producteurs avant tout cela même, puisque je leur faisais sortir les films en Europe. À un moment donné, par exemple, je parlais de la Warner avec qui j'étais ami avec Michael Carras, qui était patron de la Hammer. Pour la Hammer, j'ai vendu des films en Amérique latine. Et j'ai fait sortir des films de la Hammer au Brésil. Voilà, donc c'était un rapport, vous voyez, commercial à ce niveau-là, quoi. Docteur, vous pensez certainement que je suis belle. Moi pas. Elles sont belles. Mon nez est trop étroit de 0,2 mm et mes pommettes sont trop hautes de 0,4 mm. Elles doivent être parfaites. Je tourne des films publicitaires. Ils veulent des filles parfaites. Ils assassinent toutes les filles parfaites. Attention, le regard peut tuer. Looker. Est-ce que vous vous souvenez du film Looker de Michael Crichton avec Albert Finney ? Oui,
Très beau film, très belle musique aussi, très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Je crois qu'il a eu un prix chez nous. Oui, prix de la critique. Prix de la critique. Oui, c'est un film qui m'a vraiment intéressé. Vous savez, j'ai tenu à ce qu'on mette dans... Jusqu'à l'époque, le cinéma fantastique, c'était le cinéma fantastique. On ne parlait jamais de science-fiction. Pour moi, la science-fiction est mon genre préféré au cinéma. Je tenais à ce qu'il y ait le terme science-fiction dans le libellé de mon festival pour que la science-fiction était mise en avant. Parce que avant Star Wars, en 1977, la science-fiction, on n'en parlait pas tellement. Il n'y avait pas tellement... Bon, les films marchaient, mais c'était des films tout public. C'était pas... C'est vraiment Star Wars qui a lancé le genre. Et avant cela, moi, je tenais à ce qu'on mette en avant la science-fiction. J'essaye de présenter pas mal de films de science-fiction à mon festival, comme Looker, mais c'était pas facile, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et Looker, sauf erreur, c'est Michael Crichton. Et Michael Crichton, qui était remarquable comme metteur en scène, mais aussi comme écrivain. C'est lui qui a eu l'idée de ressusciter les monstres préhistoriques avec Jurassic Park, hein. Fallait le faire parce que de tout temps, les monstres préhistoriques ont passionné les enfants. Mais depuis King Kong, ça a vraiment jamais été le fait des adultes, quoi. Et lui, il a eu l'idée, il a trouvé un moyen de ressusciter et de mettre les monstres préhistoriques parmi nous, quoi. De manière extrêmement habile. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? Je crois que je hais cet homme. It's here, in this house. Everything is gonna be okay! If it doesn't scare you to death, it will find another way. Of unknown origin. Allez, puisqu'on en est à déterrer les films oubliés comme Looker, est-ce que vous vous souvenez d'un film qui s'appelle D'origine inconnue ou Terreur à domicile de Georges Pancosmatos qui était en sélection en 84? Ah oui, j'adore ce film. Ouais. Je m'en souviens très bien. Ouais. Cosmatos, c'est pareil, c'est un réalisateur de talent. Il a fait des films super. Il a fait un western Tombstone qui est magnifique. Il avait fait aussi un Rambo, hein, Rambo 2 qui est très très bien. Premièrement, c'est un passionné de fantastique. Et deuxièmement, son fils a pris la relève. Alors non seulement son fils fait du cinéma, il est réalisateur, mais en même temps, il fait des films fantastiques. Il a pris la relève de son père. Et D'origine inconnue, c'était vraiment un film avec un solide suspense, extrêmement habile et tout. Oui, je suis très content de présenter le film et ravi qu'il ait eu à la fois le prix, le Grand Prix, et je crois aussi le prix du jury ou de la critique. Prix du public, prix du scénario et prix d'interprétation pour Peter Weller. Non, super. Il n'a pas eu le Grand Prix. Non. Bah, il aurait mérité. Enfin, c'est un très bon film. Oui, je m'en souviens parfaitement. Au cœur de la matière, Bucaro Banzai a-t-il découvert un autre monde peuplé par des êtres d'une dimension supérieure? Et à propos de Peter Weller, le futur Robocop, la même année que D'origine inconnue, il y a aussi les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension. Vous vous en souvenez? Oui. C'est un film un peu loufoque. Alors ça, c'est très curieux parce que Bucaro Banzai, je n'ai pas choisi de le présenter, que je n'avais pas vu. Et c'est un nouveau film, mais c'est un film de Major. Donc le film était à la Warner ou à la Columbia, je ne sais plus. Ils ne savaient pas si elle allait sortir ou pas. Donc ils ont voulu le tester par rapport à un grand public. Et ils m'ont proposé de le passer au festival. Et j'ai dit oui, bien sûr. Après, je l'ai vu, je trouvais que c'était intéressant. Bizarre, mais intéressant. Et donc, chaque spectateur, on a remis à chaque spectateur au Grand Rex un bulletin de vote qui a été après récolté par les secrétaires de la Major, quoi, pour avoir le point de vue des spectateurs sur le film. Est-ce que le film a un potentiel commercial selon vous, etc. Et au dépouillement de tous ces bulletins de vote, il s'est avéré qu'il valait mieux ne pas sortir le film en France, sinon il se casserait la figure. Voilà. Donc, ils l'ont pas sorti. Et ils ont sans doute bien fait parce que le film n'aurait pas marché. The House, la maison. Elle a l'air inoffensive, mais personne ne devrait y vivre. Qu'est-ce que vous pensez de House de Steve Miner? J'adore ce film. Alors, House de Steve Miner est quelqu'un de super. J'ai rencontré parce qu'à l'époque, avant Roland Emmerich, il voulait faire un Godzilla. Il avait été voir le directeur de la Toho, qui avait produit Godzilla. Il devait faire un Godzilla américain. Dommage que ce soit pas fait d'ailleurs. Son Godzilla aurait été fait image par image. Et c'était un beau projet.
Et House, je l'ai vu quand j'étais à Los Angeles, sur la table de montage de Steve Miner. Il était en train de le monter et il m'a montré des images et tout ça. Et je lui ai dit que je voulais le film. Il m'a dit ok, pas de problème. Donc j'ai eu le film et il a eu un prix chez nous, peut-être La Licorne d'Or. La Licorne d'Or, voilà. Et j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il est très efficace, que Steve Miner, qui a fait plusieurs films fantastiques, a beaucoup de talent. Ouais, moi aussi, je suis vraiment fan aussi. J'ai d'ailleurs consacré un épisode express entier sur le film et je parle en effet du Godzilla avorté de Steve Miner. Et puis la même année que House, en 1986, on a aussi Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Day of the Dead. Day of the Dead, oui. Le troisième film sur sa trilogie sur les zombies, qui repart avec 3 prix. Le prix spécial Gore, prix d'interprétation féminine pour Laurie Cardile et le prix des effets spéciaux. Et George Romero, il est venu à votre festival ? Il est venu à Paris, mais au festival, non. Non, là c'était normal, vu que ce soit Romero, qu'on passe un de ses films au festival. C'est pas un film qui m'a emballé d'ailleurs. Il est intéressant par le personnage du zombie pour lequel on a de l'empathie et qui est un peu humain, etc. Et il y a aussi une scène de mort atroce. On arrache les boyaux, la tête, tout ça d'un militaire. Mais ça manque un peu d'impact. Je trouve qu'il est pas mal, mais c'est loin de valoir Zombie, qui a été produit par Dario Argento et qui était magnifique. George Romero est un excellent réalisateur, un réalisateur aussi inégal. Moi, le film que je préfère de lui, La Nuit en rêvant, quand je l'ai vu, m'a terrifié. Ça, vraiment, j'étais mort de trouille. Mais le film que je préfère de lui, c'est un film qu'il a fait avec un singe. Incident de parcours. Incident de parcours. C'est mon préféré aussi. Que je trouve son meilleur film. Ouais. Vraiment très très bien. Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Monkey Shines, a new into terror. J'ai bien connu George Romero, qui était quelqu'un de très gentil, très... Et d'ailleurs, j'ai contribué à ce qu'il fasse un film avec Dario Argento. Les deux avaient fait Zombie ensemble, mais ne se voyaient plus et se parlaient plus. Et moi, je trouvais que c'était dommage qu'il n'y ait pas de suite. Je ne sais pas s'il n'était pas fâché d'ailleurs. En tout cas, ça se passait au MIFED, dont j'ai parlé à Milan. Et alors, c'est marrant parce que c'est un vaudeville, c'est une pièce de je ne sais plus qui. Je vois Romero en Italie, Romero qui allait repartir aux États-Unis, au marché du film. Et je lui dis, mensonge et honté de ma part, je lui dis, tu dois voir Argento, qui t'attend, qui veut te voir, pour faire un film avec toi. Je dis, ah bon, je savais pas et tout. Alors, j'ai l'adresse de l'hôtel de l'autre. Et l'autre, c'est Argento, je lui dis la même chose. Je dis, voilà, il y a George Romero qui est là, et qui voudrait te voir, et qui voudrait que vous collaboriez à nouveau ensemble. Et Argento, il me dit, ah bon, tu crois, et tout, c'est ça, c'est super, et tout ça. Et les deux ont fini par se voir, et ils ont fait deux yeux diaboliques. 2 yeux maléfiques, ouais. 2 yeux maléfiques, et finalement, ils ont fait ce film ensemble. Excellent. Si j'étais pas intervenu pour faire les intermédiaires, il n'y aurait pas eu ce film. Alors, cela dit, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Il devait y avoir 3 sketchs. Finalement, il n'y en a que 2. Le sketch de Romero, c'est sur l'étrange affaire de Monsieur Valdemar, je crois, qui est très bien, vraiment très bien. Et le sketch de Argento, je trouve raté. Il part à la dérive, c'est n'importe quoi, c'est raté. Voilà. Donc c'est un film hybride. Mais bon, je suis quelque part à l'initiative du film. C'est génial. C'est marrant, hein? The terror of George Romero. Wake up! The suspense of Dario Argento. A new dimension of evil that goes beyond all evil. 2 evil eyes. I'm going to wake you. It's too late. Et est-ce que vous vous souvenez de La Licorne d'Or de 1988, Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow? Oui, j'adore ce film. Formidable et le Grand Prix. J'ai interviewé Catherine Bigelow pour ce film, je crois. Elle est extrêmement talentueuse. J'adore ce film. Je ne sais plus où je l'avais remarqué. J'étais heureux de le sélectionner pour le festival parce que c'est vraiment très réussi et très personnel. C'est quand même une femme qui fait un film d'épouvante. À l'époque, ça se voyait pas. Avec des acteurs emblématiques. C'est très bien joué. C'est très bien réalisé.
Il y a un bon suspense, c'est original, c'est un film de vampire à part, Near Dark en anglais. J'ai beaucoup aimé et j'étais content qu'il ait le prix. Il le méritait largement. Nervous? I would be too if I were you. Near Dark. Be your boys falling in with control. Check out time. Et bon, il y a un autre festival français du film fantastique dans les mêmes années, c'est le Festival d'Avoriaz. Beaucoup plus people que le vôtre, il attire les médias, et pourtant vous arrivez avant. Quel est votre rapport avec ce festival ? Dans l'ordre des festivals du genre, il y avait celui qui m'a inspiré, le Festival de Trieste en 62, et des années après, il y a eu le Festival de Sitges en Espagne, qui était alors un petit festival très bien, je suis allé, et ils m'ont mis dans le jury d'ailleurs, avant même que j'organise mon festival. Mais en France, il n'y en avait pas. Le premier, c'était le mien. S'il y en avait eu un, j'aurais pas fait le mien. Et il s'est passé un quiproquo la première année par rapport à Avoriaz. Avoriaz s'est créé sur un malentendu. La station d'Avoriaz était la propriété de Gérard Brémond, qui était le patron de Pierre et Vacances. Voilà. Il était patron de Pierre et Vacances. Et il voulait, parce on a dit Chouchon en premier, le directeur avait dit que oui, comme Avoriaz avait un cadre futuriste, on a choisi de faire du fantastique. Alors, c'est faux. Et deuxièmement, Chouchon n'aimait pas le fantastique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Gérard Brémond, donc propriétaire de la station, voulait lancer la station et a confié le soin de la lancer à Promo 2000, je crois. Une maison, une société d'attaché de presse qu'avait créé Lionel Chouchon. Donc, Gérard Brémond, qui lui aimait le cinéma, mais pas le cinéma fantastique, le cinéma. Il n'aimait pas le cinéma non plus, mais il aimait le cinéma. Il a demandé donc à Lionel Chouchon d'organiser un festival de cinéma pour lancer la station Avoriaz. Mais il n'était pas question de fantastique. Là-dessus, un de mes collaborateurs, qui s'appelait Claude Loubary, qui était à l'époque le programmateur du Styx à Paris, et qui était vraiment un sale type, malhonnête et tout, il a collaboré avec mon festival, mais je l'ai viré après, parce que c'était vraiment un sale type, mais passionné de fantastique et tout. Et donc, comme il a été viré de mon festival, il a été voir Lionel Chouchon, et il s'est fait passer pour moi. Il a dit à Lionel Chouchon, voilà, je viens d'organiser le premier festival de films fantastiques en France, au Théâtre des Amandiers à Nanterre. J'ai entendu dire que vous alliez faire un festival. Pourquoi pas faire du fantastique ? Et Lionel Chouchon lui a dit, ça vous gêne pas qu'il y en ait déjà un et qu'on prenait les mêmes couleurs. Et comme l'autre avait été viré de mon organisation par mes soins, elle a dit, pas du tout, non, pas du tout. Et donc, ils ont collaboré. C'est comme ça qu'Avoriaz est devenu un festival de films fantastiques. Le truc très marrant, c'est que Lionel Chouchon s'est rendu compte que le type en question, Claude Loubary, était un sale type. Donc, il l'a viré à la fin de la première année de collaboration. Et donc, Lionel Chouchon, s'étant rendu compte de son erreur, m'a appelé. Et on s'est vu. On a déjeuné ensemble. Il m'a dit, c'est trop tard pour faire marche arrière avec Avoriaz. On ne peut pas changer étiquette. Par contre, on peut collaborer. Alors, j'ai collaboré à la seconde année d'Avoriaz. J'ai fait une partie de la programmation, etc. C'est la seule année où j'ai collaboré à Avoriaz. Mais après, j'ai arrêté parce que, en fait, pour Chouchon, qui était payé par Brémond, mon festival était un festival sans argent, un petit festival. Et la seconde année d'Avoriaz où je collaborais, c'était 74. En 75, j'ai visé le Palais Congrès. Et là, Chouchon s'est senti menacé et a voulu interdire mon festival. Il a payé, moi je l'ai vu de mes propres yeux, le directeur du Centre national du cinéma. Et il y a une réunion qui a été organisée pour que mon festival n'ait pas lieu au Palais Congrès. Chouchon avait dans sa manche le directeur du Centre national du cinéma. Et comment je le sais, comment je l'ai vu ? On a assisté à une réunion, bon, j'ai rien dit de spécial, j'avais des appuis politiques de mon côté, donc qui ont servi, mais j'avais laissé mon imperméable ou mon parapluie dans la salle de réunion. C'était un truc tout con. Je suis revenu en arrière, sans mes pas, pour récupérer mon parapluie ou mon imperméable, et là j'ai vu, je jure, hein, j'ai vu de mes propres yeux Lionel Chouchon qui donnait une enveloppe au directeur du Centre national du cinéma. Où il y avait de l'argent, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Donc, bon,
J'ai rapporté tout ça au Palais Congrès. Le directeur du Palais Congrès s'appelait Donald Grunwald. Ils avaient des accointances avec le gouvernement, avec les ministères, etc. Moi, j'en avais aussi de mon côté, mais j'étais soutenu quand même par la direction du Palais Congrès. Et donc, la velléité de Chouchan de tuer mon festival n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, je peux dire qu'on n'a pas eu des rapports vraiment très cordiaux après cela. Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Ya! Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Mais le truc très marrant, la vengeance tardive, c'est que la dernière année d'Avoriaz, qui devait continuer, il y avait un film de Peter Jackson, et il s'appelle Branded. Déjà, Chouchan n'en voulait pas, parce que c'est un film de gore et tout, et il aime pas ça. Et Gérard Bremont encore moins. Donc il voulait pas qu'ils soient en compétition. Et mon frère est attaché de presse du film. Et le distributeur a dit à Chouchan, si vous voulez le film, si vous voulez le prendre, il faut qu'il soit en compétition, sinon vous l'aurez pas. Puis finalement, de guerre lasse, Chouchan a dit ok, on va le mettre en compétition. Manque de chance pour Lionel Chouchan, le film a eu le Grand Prix. Le jury a décidé de donner le Grand Prix. Donc il était vert de rage, Chouchan. Je crois qu'il a essayé de faire en sorte qu'il n'ait pas le Grand Prix, mais ça n'a pas marché. Le jury ne s'est pas laissé influencer. Mais le pire, c'est Gérard Bremont. Gérard Bremont, quand il a vu qu'un film gore avait le Grand Prix de son festival de prestige, il a mis fin au festival. Il a renvoyé Chouchan et il a mis fin au Fantastique. Et il a fait à Avoriaz ce qu'il voulait faire initialement, un festival de cinéma neutre. Il a dit, on va remplacer le festival du Fantastique par un festival du cinéma français. Bêtement, Bremont pensait que ça aurait le même succès que le Fantastique. Non, ça n'a eu aucun succès, c'était un flop. Et après, Chouchan, lui, a sollicité des maires de villes de province, si possible avec un peu de relief, un peu de montagne, quoi. Et finalement, il y a la municipalité de Gérardmer qui a accepté, qui était d'accord, qui était contente de faire le festival Fantastique là-bas. Voilà, ça c'est la petite histoire qui n'a pas été dite et ça s'est créé comme ça. Ça c'est la vérité. Voilà. After the Holy Mountain and El Topo, a new film by Alejandro Jodorowsky, Santa Sangre. Et en 1989, pour la dernière édition qui se déroule non pas au Grand Rex, mais au Palais de la Mutualité, c'est Santa Sangre de Jodorowsky qui a la Licorne d'Or. Est-ce que vous vous souvenez un peu du film Complètement, j'adore ce film, j'ai vu plusieurs fois. Santa Sangre, c'est un film qui a été produit par Claudio Argento. J'étais ami avec Claudio Argento, je suis toujours, et c'est le frère de Dario Argento qui a produit ces films. Quelqu'un de charmant, très sympathique. C'était à l'époque un playboy italien. Et il y a des périodes où avec Dario, ils se sont froissés. C'est deux frères, mais des fois c'est un peu des frères ennemis. Ils sont fâchés et tout. Maintenant, ils sont réconciliés depuis longtemps, etc. Mais à l'époque, je crois que c'était une époque où ça n'allait pas très bien entre eux. Et donc, Claudio a voulu produire ailleurs. Et il a été chercher Alexandro Jodorowsky pour lui faire faire un film qui serait un giallo, comme ceux que faisait son frère Dario. Et les deux ont été d'accord, et Jodorowsky était un peu dans le creux de la vague sur le plan cinéma, parce que ses films ne marchaient pas. Et donc il était content qu'on lui propose quelque chose, quoi. Et il dit oui, je vais faire un giallo. Il n'a pas du tout fait un giallo, il a fait un film à sa façon, un film sanglant, avec tout son univers, etc. Et il y a tout son héritage mexicain, tout ça. Et il a fait un film d'une très grande richesse, extrêmement bien réalisé sur le plan purement technique. Il y a des mouvements de caméra nombreux et incroyables. Et il a pris pas mal de risques aussi. Il notamment été dans des milieux interlopes de Mexico très dangereux, et où les gens qu'on voit dans le film, c'est la vérité, c'est pas le cinéma. Hein. Ils se sont mis en danger plusieurs fois. Hein. Mais le film est remarquable, je trouve formidable à l'arrivée. C'est pas du tout ce que voulait Claudio, un giallo basique, mais c'est un film quand même sanglant,
qui n'a pas trouvé distributeur en France. Personne n'en a voulu. J'ai essayé plusieurs fois de le proposer à des distributeurs et tout. Personne n'en a voulu. Je le trouvais trop atypique, trop spécial, et finalement il a été distribué uniquement en DVD en France. Alors les gens ont beaucoup aimé à mon festival, mais c'est peut-être plus un film festival qu'un film commercial, qu'un film pour le public, ce qui est très dommage. C'est un très 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 bon film, formidable. Vraiment, j'adore ce film. C'est la fin du festival, parce que c'est la dernière édition. Et est-ce que vous avez essayé de poursuivre après? Pour quelles raisons? Oui, j'ai pas dit que c'était le dernier festival, parce que moi-même, je ne le savais pas. Oui. En fait, ça devait pas être le dernier festival. Moi, j'ai toujours financé tout seul le festival, sauf l'édition à mutualité. Mais après, je voulais plus financer, parce qu'à l'époque, j'étais marié, j'avais 2 gosses, tout ça. Et je voulais pas mettre en péril mon ménage. Voilà. Parce que si je perdais de l'argent au festival, je perdais tout. Hein. Le festival durait 10 jours, 12 jours parfois. Il n'y a que le 8e jour que je savais si j'allais rentrer dans les frais ou pas. Et je risquais beaucoup. Hein. Le festival s'autofinançait, mais il laissait pas de bénéfices. Ou un petit peu. Quand il laissait des bénéfices, à ce moment-là, je redistribuais tout entre tous les collaborateurs. Mais moi, je gardais rien. Pour moi, j'avais été payé. Je ne voulais pas être payé pour ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai eu la possibilité. Alors, le directeur du Palais des Congrès s'appelait Hubert Grunewald. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a présenté Philippe Hellman, directeur du Rex, que j'ai pu continuer au Rex. Mais au Rex, ça devait être provisoire. Je devais revenir au Palais des Congrès, mais j'ai pas pu pour des raisons de date. Quand j'ai fait mon festival au Palais des Congrès, il y avait un chef électricien avec qui j'ai sympathisé. Il a réglé pour moi les éclairages, les trucs et tout. Et ce chef électricien du Palais des Congrès de 75 et 76 est devenu, bien après, le directeur du Palais des Congrès. C'est marrant, hein? Et à ce moment-là, il y a une possibilité qu'on fasse le festival au Palais des Congrès. Mais par contre, les horaires n'allaient pas. Il y avait des jours d'interruption. C'est-à-dire qu'il y avait le lundi, mardi, mais pas le mercredi. Il y avait des jours où c'était pas à 20h, mais ça avait commencé à 22h. Enfin, c'était en zigzag, quoi. Donc non, j'ai dit c'est pas possible. Lui était partant, hein, mais dans ces conditions-là, non. Et donc le cousin de Grunewald, son cousin qui dirigeait le Palais des Sports, m'a dit on est prêt à cofinancer le festival avec vous au Palais des Sports. Et moi j'étais d'accord, j'étais super. Donc il finançait à moitié le festival avec moi. Il prenait aussi l'argent sur les recettes, mais il apportait la moitié de la somme. Et en plus, l'avantage avec le Palais des Sports, outre le fait qu'il y avait 6000 places, c'est plus grand que le Rex, c'est plus grand que le Palais des Congrès, ils avaient leur propre service de sponsoring. Donc il y avait Orangina qui apportait 60 millions de centimes de l'époque, c'était beaucoup. Et moi j'étais content, pour la première fois j'avais quelqu'un qui me soutenait financièrement. Et donc en 90, le festival était prévu au Palais des Sports. Qu'est-ce qui s'est passé en 90? Il y a eu les attentats à Paris. Et tout le monde a eu peur. Et donc on s'est dit qu'on ne voulait pas prendre le risque de se faire interdire le festival par la préfecture. On ne voulait pas prendre le risque, ce qui était normal. Donc on s'est dit c'est pas grave, pas dramatique, on va faire le festival en 91 au Palais des Sports. Et en 91 au Palais des Sports, les sponsors a sauté. Orangina. Je sais plus pourquoi. Et moi, j'ai pas voulu me lancer dans un risque sans sponsor derrière. C'est quand même c'est une place. Hein. Ouais. Et donc, j'ai pas voulu prendre le risque. Sans le sponsor. Bah, ça se comprend. En parallèle, il y a une salle qui était en construction, le Palais Omnisport Bercy. Un des producteurs d'Omnisport, après, nous a contactés pour faire le festival avec eux. Et donc, là, on passait de 4000 places à peu près au Rex. On passait à 12 000 places, réduite à peu près, peut-être un petit peu à 8 000. Enfin, c'était plus grand que le Palais des Sports. Hein. Et tout avait été prévu. Alors, j'étais d'accord. Tout a été prévu. Le programme a été fait. L'autorisation a été demandée au Centre national du cinéma. On devait avoir comme invité d'honneur Arnold Schwarzenegger, qui avait été d'accord. C'était un gros truc. Hein. C'était vraiment...
On avait des films événements et tout ça. C'était vraiment un événement. Et c'était produit par le Palais Omnisport et par un producteur qui produisait des spectacles chez eux. Et pourquoi ça s'est pas fait? Moi, je devais être le délégué général, celui qui organise le truc. Et le contrat n'était pas encore signé, mais j'ai demandé un droit de regard sur l'aspect financier de la manifestation. Pas pour faire un contrôle, je m'en foutais complètement, mais simplement pour voir, comme moi j'avais fait tout le contrôle financier pendant 17 ans, s'il n'y avait pas des trucs où je pouvais intervenir, ou des trucs... je voulais pas avoir un droit de regard, mais je voulais les aider en fait à l'organisation financière, juste ça. Mais eux, le producteur a pensé que je voulais m'ingérer là-dedans, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, au lieu de me mettre délégué général comme directeur du festival, il savait que c'était un festival qui me tenait à cœur, qui était toujours sous le couvert de mon association de 1901, et il a voulu me reléguer comme directeur artistique. Parce qu'en tant que directeur artistique, je n'aurais pas eu de contrôle sur le budget. Vous voyez? En tant que délégué général, oui. En tant que directeur artistique, non. Et moi, je voulais pas être directeur artistique, parce que directeur artistique, je leur mâchais tout la première année. Après, ils pourraient très bien me virer et faire le festival sans moi. Bon. Et eux, comme ils savaient que ça me tenait à cœur, ce festival, ils pensaient que je céderais. Je n'ai pas cédé. Et c'est pour ça que ça s'est pas fait. Après, 2-3 ans après, je sais plus quand après, j'ai compris qu'en fait, le producteur en question détournait de l'argent au Palais Omnisport. Il détournait de l'argent du gouvernement, des affaires culturelles, etc. C'est pour ça qu'il produisait des trucs et tout. Parce que ça marche pas. Lui se payait sur les subventions, sur tout ce qui était donné. Et la direction de l'Omnisport était dans le coup, était de mèche avec lui. Donc c'était totalement malhonnête. Bon. Et j'aurais pu peut-être découvrir ça si je m'étais occupé de l'aspect financier du truc. Ce qu'il voulait surtout éviter. D'accord. Ouais. Peut-être que j'aurais dû accepter. Peut-être que j'aurais dû accepté d'être relégué en tant que directeur artistique. Le festival aurait continué. Il aurait eu une ampleur qu'il n'a jamais eue. Mais moi, je suis quelqu'un de droit et de réglo. J'aime pas les trucs louches, malhonnêtes et tout. C'est pas mon truc. Kill the monster! See Mel Brooks' Young Frankenstein. Yes, I think we could all use a good laugh. But don't see it alone. Don't miss Young Frankenstein, personally directed by Mel Blazing Saddles Brooks, in black and white. No offense. Vous voyez, comme par exemple, une année, j'ai regretté aussi un truc, toujours pour une raison d'éthique. Je devais avoir le film de Mel Brooks, qui tenait au Palais Congrès, Frankenstein Jr. Frankenstein Jr., à mon festival, ça aurait été le pied, ça aurait été le Grand Prix. Et Mel Brooks voulait le Grand Prix. Et je sais plus quelle était la firme qui distribuait ça. C'est la Fox? Ouais, Fox. Me donnait le film que s'ils avaient le Grand Prix assuré. Et Mel Brooks aussi, qui était producteur de film pour la Fox. Et donc moi j'ai dit non, je triche pas sur les prix, donc non. Si j'avais dit oui, si j'avais triché, on aurait eu le film aurait eu le Grand Prix, et ça aurait été super. Mais bon, alors au lieu de ça, c'est La course à la mort en 2000, c'est un film très sympa, qui n'a pas l'envergure de Mel Brooks, mais qui a eu le Grand Prix. Mais j'ai regretté sans regretter, parce que je veux pas tricher. Et puis après, je suis devenu trop vieux pour faire ça, parce que ça demande une énergie incroyable et tout, et j'ai le punch quand je vous en parle, mais pour le faire, non. Il y a une limite d'âge quand même, surtout de la façon dont je le faisais, parce que j'investissais énormément. Je veux dire, je faisais toute la programmation, le choix des films, toute l'organisation générale, tout le financement de A à Z. C'était énorme comme truc. D'ailleurs, quand j'ai fait le festival à la Mutualité, Alain Cohen, qui était le directeur, mon directeur commercial, enfin directeur de publicité, lui, il avait collaboré de près avec moi, parce qu'il faisait l'affiche, il finançait l'affiche, il s'occupait de la publicité, donc il a collaboré avec moi pendant des années, et de près. Sauf que il n'a jamais vu le travail que je faisais. Et quand il a financé le festival à la Mutualité, il a vu le travail que je faisais. Il n'en revenait pas. Il me disait, j'ai jamais pensé que tu allais travailler autant pour le festival. Là, il s'est rendu compte de ce que c'était.
Bien, merci beaucoup Alain. Vraiment, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment pour tout ce travail de passeur que vous faites. Merci aussi pour vos précédentes revues, Fantastica et Vendredi 13 notamment, qui ont bercé mon adolescence et ma cinéphilie. Et je rappelle aux auditeurs que l'écran fantastique est toujours dans les kiosques et en 2 formules. L'écran fantastique Reboot, un mensuel qui traite essentiellement de l'actualité. Et puis aussi l'écran fantastique Vintage, qui est trimestriel et qui à chaque numéro propose 2 copieux dossiers sur le cinéma de patrimoine. J'espère que tous les auditeurs vous avez aimé ces 2 épisodes interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. On est même présent sur TikTok maintenant. Et oui, on est partout. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et des petits likes. C'est tout mignon, tout plein. C'était Mick pour Retour à l'écran et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.